Bonjour Frédéric et ravi de t'accueillir aujourd'hui pour cette interview. Alors toi, tu es actif en marketing de réseau depuis pas mal de temps. Tu es un leader, tu as une belle réussite. Sans citer le nom de ta compagnie, parce que c'est pas ce qui nous intéresse ici, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques mots? Oui, absolument. Merci et bonjour à tout le monde. Écoute, moi, je suis dans l'activité du marketing de réseau depuis maintenant 10 ans. J'ai démarré cette activité à un moment où j'étais déjà entrepreneur. Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. J'avais des commerces dans le domaine du coaching, de la remise en forme. J'avais deux commerces, 15 salariés, des loyers, des emprunts à la banque, etc. En fait, mon business marchait très bien. Mes activités étaient plutôt florissantes. Et en 2008, lorsque la crise est arrivée, les choses se sont vraiment compliquées. J'ai reçu en fait cette crise vraiment comme une sorte de tsunami. J'ai pas coulé, mes commerces n'ont pas coulé. Mais entre 2008, où la crise est arrivée, et 2010, je me suis vraiment posé des questions. J'étais plus tout à fait sûr en fait que le véhicule dans lequel j'étais, mon modèle économique, allait m'emmener vraiment là où je voulais et me permettre d'avoir en fait la vie que je voulais avoir. Et c'est une personne, en fait, c'est une cliente qui tout simplement est venue me voir et m'a d'abord présenté des produits comme une solution complémentaire à mon activité. Je t'avoue que j'ai pas trop regardé, j'étais un peu plus occupé à essayer d'éteindre des feux à droite à gauche et faire en sorte que mes commerces fonctionnent bien. Et puis, elle a eu l'intelligence d'insister. On parle souvent du suivi dans notre business. Et elle m'a suivi et elle a eu l'intelligence aussi de revenir avec une personne plus compétente qu'elle parce que elle venait de démarrer. Et la personne qui est venue avec elle était effectivement déjà une leader en puissance. Elle avait vraiment la vision de ce qu'on pouvait faire de cette activité. Et à l'époque, à ce moment-là, j'avais, si tu veux, sorti mes antennes d'entrepreneur à la recherche d'une solution pour envisager un avenir différent. Et j'étais plus en capacité à l'époque de pouvoir investir massivement pour sauver mon business. Et j'ai vu au travers du marketing de réseau, vraiment pour moi, à la fois une vraie bouée de sauvetage, mais aussi une porte de sortie future. Et je me suis dit peut-être qu'effectivement, c'est la possibilité, la chance pour moi de pouvoir, d'ici peut-être quelques années, ne plus rester enfermé dans mes commerces, à travailler pour essayer de survivre mais vraiment de pouvoir me construire un avenir beaucoup plus serein. Donc, je me suis lancé en marketing de réseau, d'abord à temps partiel, mais très très vite en fait, j'ai vraiment pris une décision. Très très rapidement, j'ai commencé à gagner des revenus complémentaires conséquents, de l'équivalent d'un revenu en fait. Et là, j'ai vraiment compris que j'avais envie d'aller plus loin. Et tout en le faisant en activité complémentaire, j'ai vraiment fait cette activité dans le projet d'en faire mon plan A. Voilà, alors que c'était un plan B au départ. Ok. Ok. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait miroir un peu quand tu racontes que au final 2008-2009, la crise des subprimes, la première crise mondiale entre guillemets des années 2000, ben toi tu l'as vu comme entre guillemets au secours, il faut que je me réinvente, etc. Et moi à ce moment-là, c'est au moment où je me suis lancé dans la vie active et c'est à ce moment-là que j'ai lancé une entreprise. Donc c'est assez marrant de voir selon le parcours de chacun Exactement. la vision. Ok. Euh, alors, je crois que dans ce que tu as dit, tu as un peu rebondi, tu as un peu répondu peut-être quelque part à ma question suivante qui est quel est selon toi le secret de la réussite en marketing relationnel? Donc, si je récapitule, tu as parlé de suivi, tu as parlé de prendre la décision, tu as parlé d'appel à trois. Ça fait déjà trois bonnes clés. Qu'est-ce que tu rajouterais à ça? Ah ben, j'aimerais revenir en fait sur un point qui est très important, c'est que le marketing de réseau, quand on démarre, on a les mêmes chances que tout le monde, entre guillemets, on a la même compagnie, la même entreprise, les mêmes produits, le même plan de rémunération. Il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent pas. Et ça, ok, ça tient de plusieurs, il y a plusieurs choses. C'est à la fois notre passé, nos compétences, qui nous sommes, parce qu'on est tous des êtres différents et totalement uniques. Mais je crois que la vraie grande différence, on parle souvent du pourquoi, d'avoir un vrai pourquoi. Mais quand on a un pourquoi fort, on prend une décision forte. Et moi, j'ai pris une vraie décision, pas celle simplement de m'inscrire et d'avoir un compte distributeur et de rejoindre une équipe. Ça, c'est la première décision facile. Non, non, la vraie décision qui change ta vie, celle où tu te dis, OK, je vais me mettre en action. Décision. Et la deuxième clé, c'est vraiment tout de suite, mais tout de suite,
se mettre en action, se mesurer en fait à l'activité sans attendre et ne pas rentrer surtout dans un mode formation où passer 80% de son temps à se former et 20% à être en action, ce qui malheureusement bien souvent est le cas de beaucoup de distributeurs, surtout aujourd'hui avec l'ère d'Internet où on a de la formation à profusion, même trop. Et donc vraiment, j'ai été 90% de mon temps dans l'action et je me formais entre 10 heures et minuit, à l'heure où on ne pouvait plus appeler. Parce que tu sais, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Mhm. Internet, c'était juste pour faire des webinaires. On avait un webinaire par semaine. On avait 1 à 2 réunions à Paris par mois. Donc, autant te dire que voilà. Et puis, autrement, il y avait le téléphone, quoi. Donc, c'était vraiment l'action. Et ça, pour moi, c'est la clé. C'est prendre une décision et se mettre dans l'action le plus vite possible. Mais vraiment le plus vite possible. Ok. Donc, le format forme-action, quoi. C'est ça. C'est On ça. apprend un petit peu, on apprend beaucoup en passant à l'action, on réajuste un petit peu par la formation, mais c'est surtout sur le terrain en fait qu'on apprend le plus parce que voilà, sinon on passe son temps à mentaliser l'information et le vrai feedback on le reçoit que dans le concret et sur le terrain. Exactement. Et puis tout de suite, dès qu'on se met en action, on est confronté à la réalité. Et la réalité, c'est qu'on va avoir des échecs, on va avoir des non, beaucoup plus de non que de oui. Et donc là, moi j'avais ma très grande leader américaine qui nous disait, il faut éduquer vos attentes. Éduquer vos attentes, en fait, c'est accueillir l'échec. C'est être prêt à comprendre, surtout au démarrage, qu'on va avoir des non, on va avoir des échecs, mais ça fait partie du process. Il n'y a pas de succès sans échec. Il n'y a pas de succès sans non, ça n'est pas possible, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Et chaque échec est un diplôme. C'est ça. C'est le mindset vraiment aux États-Unis qui, nous, peut-être, nous fait défaut d'une manière globale en Occident, où ouais, Ouais. on considère ça comme. Ouais, Comme une faute. on a du mal avec la résilience, en fait, à l'échec, et alors que c'est la meilleure manière d'apprendre et de progresser. Bah ouais, surtout que dans notre métier, enfin, on nous a enseigné à l'école que d'abord tu te formes et ensuite tu passes à l'action. Donc logiquement, quand tu passes à l'action, quand tu exerces, normalement, tu fais plus trop d'erreurs puisque tu as bien été formé auparavant. Mais c'est très différent dans notre métier l'idée, c'est de passer à l'action tout de suite, même si on n'est pas encore parfaitement bien formé. Mais si on attend d'être parfaitement bien formé, on peut attendre longtemps et avant d'avoir des résultats. Et vraiment, c'est l'action qui nous forme. C'est le terrain. Il faut être des apprentis, quoi. Il faut être des apprentis. Yes, carrément. Du coup, quelqu'un qui nous écoute là, qui souhaite démarrer une activité de marketing relationnel, quelle que soit l'entreprise, ce serait quoi les premiers conseils que tu lui donnerais? Oh là, il y aurait beaucoup de conseils à donner, mais c'est vrai que quand moi je fais démarrer les personnes, je les mets, ben, comme je viens de te dire, en fait, le plus vite possible dans l'action. J'essaie de déterminer leurs objectifs parce que je ne peux les accompagner, moi d'ailleurs, en tant que coach ou en tant que plutôt de parrain, que si je connais bien leurs objectifs, leurs buts. Et à partir de là, je les mets en action le plus vite possible. Et les actions, c'est effectivement, ben, si vous, de bien connaître ce que l'on va vendre, au moins utiliser les produits, si ce sont des produits. Alors, ça peut être un service aussi hein, dans le marketing de réseau. Donc, voilà, bien comprendre ce que l'on va proposer et surtout, bien connaître les outils qui sont mis à la disposition par l'équipe pour exposer très rapidement les gens à l'activité ou au produit ou au service. C'est que moi, quand j'ai démarré, j'ai tout de suite pris connaissance en fin de compte de mes leaders sur lesquels je pouvais m'appuyer, avec qui j'allais pouvoir faire des calls à 3, parce que moi, j'étais pas tout à fait encore à l'aise ou confortable pour bien exposer l'activité. Et finalement, l'erreur, c'est de penser que quand on démarre, on doit soi-même le faire. On doit absolument se reposer sur des outils autres que nous-mêmes. Donc ça, c'était la première chose. Donc j'étais tout de suite, j'ai pris connaissance des présentations qu'il y avait, que ce soit des présentations en ligne, des présentations qui avaient lieu dans des hôtels. Bon, en ce moment, c'est pas le possible, mais bon, voilà, dans des hôtels, tout ce qui était en fin de compte des outils d'exposition. Et pareil pour les produits. Au début, je me suis fait un peu accompagner, mais je dirais que la chose la plus forte, c'était que moi-même, j'utilise les produits, que j'en sois convaincu
et tellement convaincu que, en fin de compte, j'avais plus qu'à raconter mon histoire. Et les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu as fait, etc. Et je racontais mon histoire. Et les gens, du coup, avaient envie d'en savoir un peu plus, quoi. L'idée, quand on démarre, en fait, c'est pas d'être un sachant. C'est pas d'être quelqu'un qui a le savoir. C'est vraiment d'être quelqu'un qui est capable de partager son expérience qu'il a vécue au travers des produits et d'inviter. Vraiment, c'est de partager son expérience et simplement d'ouvrir une porte, d'inviter les personnes à venir découvrir. Et c'est là où il faut absolument avoir les outils d'exposition. Ok. Et les bonnes compétences aussi pour inviter sans présenter. Et présenter au début, C'est ça. comme tu l'as très bien dit, ben, quand on démarre, c'est pas notre rôle de savoir présenter. Il y a forcément des outils, il y a forcément des personnes ressources auprès desquelles on peut se tourner pour faire le travail à notre place. Ça travaille pour nous. En même temps, nous, on est là, on est présent pour regarder comment ces outils fonctionnent, comment ces personnes fonctionnent. Ça nous permet d'apprendre. Et encore une fois, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est là, dans l'action, qu'on apprend le plus. Et après, derrière, ben, petit à petit, s'approprier ces outils, s'approprier sa propre histoire, ça c'est clairement une clé capitale. Et après, derrière, ben, ouais, s'approprier soi-même les outils, donc commencer à faire ses premières présentations de produits, à faire ses premières présentations d'opportunités, etc. Et ça se fait étape par étape. Ok, donc ça c'est les débuts ouais, de toute activité en marketing de réseau. Maintenant, derrière, quand on a, comme toi, un rôle de leader avec des équipes de, je sais pas, combien de personnes tu as dans ton équipe si tu veux. Ouais, c'est difficile de le savoir comme ça, mais plusieurs milliers. Voilà. Après, c'est entre ceux qui sont à différents niveaux, tu vois. C'est voilà. En tout cas, j'ai plusieurs branches avec des leaders dans chaque branche qui sont très actifs et qui ont bien pris le relais d'ailleurs. Ok. Donc, pour quelqu'un comme toi, pour quelqu'un qui nous écoute, qui cherche à avoir de la duplication dans son réseau, et toi qui as expérimenté, qui est toujours dans l'action de tout ça, c'est quoi les conseils que tu as à donner pour ben, justement entraîner de la duplication dans son équipe? Bien, pour entraîner de la duplication, il faut absolument se reposer sur un système. C'est la clé parce que l'individu lui-même n'est pas duplicable. Tu n'es pas duplicable, Thomas. Moi, Frédéric, je ne suis pas duplicable. Et donc, c'est vraiment de se reposer sur un système. Moi, j'adore le mot système. Les Américains disent pour système, S-Y-S-T-E-M, save yourself time, money and energy. Donc, en fait, le fait de se reposer sur un système permet d'économiser du temps, de l'énergie et de l'argent. Et c'est la clé. Donc, très rapidement, lorsque les gens rentrent dans l'activité, il faut pouvoir les diriger vers les outils qui vont les former. D'accord? Donc ça, c'est indispensable. Sans système, il n'y a pas de duplication. C'est la clé de la clé de la liberté, c'est la duplication. Et la clé de la duplication, c'est le système. Voilà. Donc, il faut absolument un système derrière de formation qui permet à n'importe qui tout de suite de pouvoir, s'il le souhaite par lui-même, se former et accéder en fin de compte à toutes les étapes importantes de notre métier, toutes les compétences importantes de notre métier. Ok, donc ouais, ce vrai système, ce vrai apprentissage, on va dire. Tu parlais tout à l'heure d'école où voilà, quand on rentre à l'école, un système scolaire, il est ce qu'il fait. Je ne vais pas débattre là-dessus, mais en tout cas, on est sur cette structure où on te dit, bah, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, et logiquement, à la fin, tu vas arriver à ça. Bon, le système scolaire, il ne tient pas forcément ses promesses. En marketing de réseau, en tant que leader, quand on fait bien le job, si on suit le système inculqué par les leaders, ben, il n'y a pas de secret. Hein. On va vers sa vision, vers ses objectifs. Et encore une fois, ben, chacun sa vision, chacun ses objectifs. Tu l'as très bien dit au début. Chacun doit les connaître. Et notre rôle de leader aussi, je pense, c'est de savoir s'adapter aux objectifs de chacun parce que le système, il est le même pour tous, mais le plan d'action va être plus ou moins différent selon les objectifs de chacun. Et c'est vraiment important aussi parce que quand on rentre dans l'activité, on rejoint une entreprise. Et je dirais qu'avant même de rejoindre l'entreprise, ce qui est plus important, c'est qu'on rejoint en général une équipe.
On rejoint un parrain, une marraine, une équipe à laquelle on appartient. Et la culture d'équipe est indispensable. Et c'est même peut-être, je dirais, l'une des clés, et on n'en parle pas suffisamment, je trouve, dans notre métier, mais d'être capable de créer vraiment un environnement, que j'appelle une culture d'équipe, c'est un environnement dans lequel tout le monde se sent bien, quels que soient ses objectifs, petits, moyens ou grands. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir parler uniquement à ceux qui ont de grands objectifs. Surtout quand on est soi-même leader, l'erreur parfois est de donner l'impression qu'on ne s'intéresse que à ceux qui ont de grands objectifs. Mais il ne faut pas oublier que si on fait ça, eh bien, en fin de compte, on ne parle qu'un tout petit pourcentage. Et en fait, oui, on se dit, mais ok, mais c'est pas grave, parce que en parlant à ce petit pourcentage, c'est eux qui vont être productifs. Donc, comme c'est eux qui sont productifs, c'est uniquement à eux qu'il est intéressant de parler. Mais en fait, c'est faux. Parce qu'on est tous à des étapes différentes de notre vie. Certains vont rentrer dans ce business avec tout de suite une vision XXL, mais la majorité, la grande majorité, j'ai envie de dire même 90%, si c'est même pas plus encore, vont rentrer avec une vision S, voire M, un jour peut-être X, et peut-être plus tard XXL. Parce qu'en fait, ils n'y croient pas à l'XXL, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que s'ils sont S aujourd'hui, ils ne seront pas XXL un jour. Et donc, c'est très important de créer une culture d'équipe où chacun, lorsqu'il rentre, il a le sentiment il n'est pas exclu si jamais lui n'a pas encore pour l'instant des objectifs de gagner des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, mais il est tout simplement pour l'instant content d'être autour du feu de camp. Juste content d'être là. Il n'est peut-être pas prêt à partir à la chasse, il n'est peut-être pas prêt à aller se mettre en action tout de suite, mais il a envie de faire partie de cette communauté en fait humaine, parce que ce métier avant tout, oui, on le fait parce qu'on a des outils de gagner de l'argent, mais il y a beaucoup de personnes qui ne rentrent pas pour des raisons financières. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent pour des raisons d'épanouissement personnel, de rencontres, d'épanouissement intellectuel, d'enrichissement divers et variés. Il n'y a pas que l'argent. Donc, je crois que c'est aussi une des clés, c'est de toujours faire en sorte, et c'est pas évident, la balance n'est pas facile, de créer un environnement dans lequel tout le monde se sent bien. Ok, super, magnifique ce que tu dis, j'adhère complètement. Effectivement, ça joue après sur des côtés psychologiques humains. On va retrouver à travers l'équipe le sentiment d'appartenance. Ça, c'est quelque chose qui est Ouais, en énorme, bas de la pyramide de Maslow. C'est un besoin humain qui est important. c'est Et clair. au-delà de ça, pour chaque individu, il y a le besoin de sentiment d'importance. Et le besoin de sentiment d'importance, il doit être nourri pas en fonction des objectifs et des résultats de chacun. Absolument. Et, euh, et c'est marrant ce que tu dis aussi, je vais encore faire le parallèle avec le système scolaire, parce que c'était un message que j'avais fait il y a quelques jours en arrière, et ça rejoint complètement ce que tu viens de dire. Dans le système scolaire, comment ça se passe? La maîtresse, elle va avoir du temps, elle va avoir, pas du temps, elle va avoir plus envie de passer du temps avec ceux qui ont des bonnes notes, ceux qu'on appelait les chouchous de la classe, et ceux qui sont les cancres, entre guillemets, qui veulent pas travailler, etc., ou ceux qui sont au milieu, un petit peu moins, on va avoir tendance à les mettre de côté. Et c'est totalement vrai ce que tu dis, Frédéric, parce que on le fait inconsciemment, comme tu l'as dit, la balance est difficile, parce qu'en fait, on a été conditionné à ça de par notre éducation, quoi. Et puis de montrer aux gens qu'on croit en eux. Et je crois que ça, c'est aussi le rôle de quelqu'un qui est un peu plus expérimenté dans ce métier, tout comme dans le système éducatif où malheureusement c'est pas souvent fait, mais c'est ce qu'on devrait faire aussi en tant que parent. C'est ok, notre enfant il a peut-être des difficultés ou peut-être que pour l'instant il n'est pas super motivé pour travailler, mais montrer qu'on croit en lui. Je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de montrer qu'on a confiance en lui, qu'on croit en lui et de lui dire qu'il peut y arriver. Il y a tellement de personnes qui s'autobloquent, ils ne croient pas en eux-mêmes. Donc s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est là pour croire en eux plus que eux ne croient en eux-mêmes, eh bien c'est très difficile. Et dans notre métier, on le voit, il y a beaucoup de gens, je me dis, mais c'est fou, ils ont tout, quoi. Ils ont le réseau, ils ont des compétences, mais il y a des blessures, on ne sait pas pourquoi, qui font qu'ils ont des blocages, ils n'y arrivent pas, ils ont des peurs, ils ont des craintes.
Et c'est là où nous, notre rôle en tant que leader ou personnes qui sommes passées par là, c'est de leur donner confiance en eux, de leur dire, écoute, tu peux y arriver. C'est tout bête, c'est comme par exemple faire un Facebook Live. Moi, dans l'équipe, en ce moment, je motive beaucoup les gens à en faire parce que c'est devenu un outil tellement puissant, mais ça fait appel à des peurs terribles, des peurs primaires qui font que la majorité ne veulent pas passer à l'action et ils disent non, non, mais c'est pas pour moi. Et en fait, moi, je les motive vraiment. Je dis, vous pouvez y arriver. Si quelqu'un comme moi a pu y arriver, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas y arriver. Et c'est fou comme ça les débloque. Ils y arrivent, ils disent, OK, bah, je vais le faire. Mais c'est la même chose pour le métier, que ce soit pour faire un Facebook Live, prendre son téléphone, oser appeler quelqu'un, parce que c'est ça finalement, c'est la peur d'aller à la rencontre de l'autre, la peur de la prospection, la peur de se montrer sur les réseaux pour attirer les gens. Il y a toujours des espèces de peurs et nous, notre rôle en fait, c'est d'essayer de déverrouiller ces blocages. Ouais, c'est clair. Ouais, on dit bien hein, que le marketing de réseau, c'est du développement personnel déguisé en business et c'est tout à fait ça. Et comme tu le Exactement. dis, ça reste, enfin voilà, c'est un métier dans lequel la matière première, entre guillemets, c'est peut-être un peu trash de dire ça, mais en même temps, c'est tellement vrai. La matière première, c'est de l'humain. Donc, C'est les forces vives, bah oui. ouais, c'est ça. Donc, les blocages qu'il y a de lui-même, ben, c'est notre rôle d'aller débloquer et que ça, encore une fois, ce soit pas conditionné par un simple rapport de productivité, par un simple rapport de si tu fais du chiffre, je vais venir voir ce que je peux faire pour toi pour te débloquer, parce que le potentiel, il existe en chacun et c'est le rôle. Ouais. Et le démarrage sera pas toujours à la même vitesse pour tout le monde. Donc moi, il y a des personnes. En fait, tant que la personne se met en action, il faut jamais perdre espoir. Il y a des personnes, ils se mettent en action et ils ont des résultats tout de suite. D'autres, ils vont se mettre en action et ça va être long. Mais je dirais, un mauvais démarrage ne présume pas une suite qui sera mauvaise. Enfin, on peut très bien avoir un démarrage difficile. Je dirais même que parfois, le démarrage difficile va faire de ces personnes-là les meilleurs leaders parce ils seront vraiment passés par ils sauront ce que c'est que des démarrages difficiles. Donc, ils seront peut-être plus à même d'aider leurs futurs coéquipiers. C'est ça, de la même manière que, je reviens encore sur mon système scolaire, ben, les cancres de l'école, c'est pas forcément ceux qui ratent leur vie, et les chouchous de la maîtresse, c'est pas Exactement. forcément ceux qui réussissent le mieux. C'est sur la durée après que la Ouais. différence se fait, quoi. Ok, super. Tu as parlé de Facebook très brièvement. Je sais que tu fais des choses sur Facebook aussi. Je ne manquerai pas de mettre quelques infos en dessous de cette interview si tu veux nous en dire deux mots. À propos de Facebook, c'est-à-dire, parce qu'en Facebook, c'est vaste, c'est large, le sujet Facebook. Donc, à titre personnel, je sais que tu as une formation, mais justement sur les Facebook Live, tu parlais de Facebook Live tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que moi, alors, d'abord, moi, je suis rentré sur les réseaux sociaux extrêmement tardivement. J'ai 50 ans. À 45 ans, donc il y a 5 ans, je me suis dit, il faudrait peut-être que je me mette sur les réseaux sociaux parce qu'on voyait des jeunes rentrer dans le business qui, en l'espace de 6 mois, 1 an, faisaient ce que nous, on avait fait en 5 ans. On s'est dit, mais c'est quoi ces petits jeunes qui viennent nous mettre une claque là? Mais qu'est-ce qui se passe là? Et donc, à un moment, on s'est dit, OK, il faut arrêter de faire le vieux con, entre guillemets, excuse-moi hein, pour le grand mot, mais enfin, c'était un peu ça. Et moi qui disais à l'époque à ma fille, Facebook, c'est pour les jeunes, mais c'est pas pour moi, eh bien, j'ai dit, OK, on va y aller. J'ai ouvert mon compte Facebook. Et c'est vrai que les 2 premières années, j'ai tâtonné, j'ai testé, j'ai essayé de comprendre avec mon âge un peu avancé, moins rapide que ma deuxième fille qui avait à l'époque 10 ans et qui, elle, comprenait ça en 2 secondes. Et voilà, donc les débuts ont été difficiles et puis on s'est beaucoup cherché et on a essayé aussi, on s'est beaucoup cherché notamment à voir comment on pouvait appliquer en fait notre système de formation avec les réseaux sociaux. Et puis un jour, ben, boum, ça a été Eureka. On a vraiment trouvé, et beaucoup de personnes ont fait des erreurs, et je vois encore tellement d'erreurs sur les réseaux sociaux de personnes qui mettent en avant le nom de leur entreprise, mettent en avant le nom de leur produit. Il y a un maître mot qu'il faut comprendre avec les réseaux sociaux. C'est le marketing de curiosité. Et c'est très intéressant parce que notre métier, en fin de compte, s'appelle marketing de réseau. Certains disent MLM. Moi, j'aime mieux marketing de réseau. Je trouve que ce nom est plus juste. Et dans marketing de réseau, il y a réseau. Ça, je crois qu'on a compris. Mais il y a le mot marketing. Et en fait, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, ce mot marketing a pris tout son sens. Parce qu'en fait, avant, on n'était pas vraiment dans du marketing. Le marketing, c'était de savoir se vendre, en fait, soi-même. Et là, maintenant qu'on a des médias entre les mains, médias gratuits qui sont puissants, on a d'un seul coup la possibilité, au même titre qu'une chaîne de télévision ou d'une radio, de pouvoir, en fin de compte, nous marketer. Mais j'ai bien dit nous marketer, pas marketer l'entreprise, parce que les gens n'aiment pas voir des entreprises avec des logos parler. Ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, c'est entendre des personnes.
Donc, il faut apprendre à se vendre soi pour attirer à nous des personnes, pour qu'ils deviennent curieux sur ce que l'on fait, sur nos produits, notre métier. Et donc, vraiment, c'est le mot marketing de curiosité. Et ça, on a vraiment appris notre équipe à ne pas rentrer enfin, de commettre ces erreurs gravissimes de vouloir rejoignez-moi, on recrute 3 personnes, les trucs horribles qu'on voit encore aujourd'hui. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut, moi, enfin, faut se mettre à la place de quelqu'un qui surfe sur les réseaux sociaux, mais qui peut être attiré par un truc comme ça? Ça montre qu'on est en demande. Et en fait, c'est de se positionner aussi en tant que leader, montrer qu'on est là pour apporter des solutions à des problèmes. Donc, c'est vraiment de mettre en avant la problématique. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre parce que quand on rentre dans ce métier, on n'a pas toujours appris ça. Donc, on enseigne beaucoup ça dans les équipes. Moi, j'ai beaucoup appris ça également. Et c'est vrai que j'insiste beaucoup sur les lives, ce qu'on appelle le personal branding. C'est un nom anglais qui veut dire, en fin de compte, apprendre à travailler sur son identité de marque. Et l'idée au travers de ça, c'est quoi? C'est que les personnes qui vous suivent, vous leur donniez la possibilité non seulement de vous connaître, deuxièmement, de vous apprécier et troisièmement, de vous faire confiance. Alors, la confiance, c'est là où on veut arriver. Mais pour en arriver à la confiance, eh bien, il faut que la personne vous connaisse avant et qu'elle vous apprécie. Et le chemin le plus court pour que quelqu'un te connaisse, t'apprécie et te fasse confiance, c'est qu'il ait le sentiment vraiment de te connaître, que tu sois en face de lui. Et il n'y a rien que mieux que la vidéo. Alors, sauf si vous êtes un copywriter incroyable, que vous avez une plume fantastique, mais aujourd'hui, excusez-moi, mais les gens, ils n'ont plus envie de lire, ils sont devenus feignants, ils lisent comme ça. Tout de suite, ils zappent sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que la vidéo, c'est un moyen d'attirer l'attention des gens, que les personnes puissent vous entendre, vous écouter, vous ressentir votre énergie. Et ça, c'est très puissant. Donc, moi, j'insiste beaucoup. On a fait beaucoup dans l'équipe de challenge Facebook Live, des challenges de 21 jours qui ont été vraiment comme des révélateurs, des révélateurs. Et tout le monde, je dis bien tout le monde avait peur. Mais tout le monde était angoissé. Il y en a qui ne dormaient pas, des crises de panique, etc. Par contre, ce qui est fantastique, c'est le résultat. 99% des gens qui ont participé sont sortis de ces challenges avec, ils en revenaient pas en fait, des résultats qu'ils avaient concrets, c'est-à-dire avec un live, ils faisaient 3-4 ventes, même parfois dès le premier live, ils disaient mais incroyable, j'ai fait 50 posts, j'ai rien vendu, je fais un live, je vends 3 produits, je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, donc la puissance des lives, bah oui. Et j'ai une formation que j'ai créée qui s'appelle 3W Live, qui est vraiment, si vous démarrez l'activité, et tout de suite, dès que vous démarrez, vous venez de signer, dans les jours qui suivent, quel type de live vous devez faire de manière à intriguer le plus rapidement possible votre audience, créer la curiosité, créer l'intrigue sans tout dévoiler, mais en créant en même temps une curiosité presque irrésistible face à votre audience. Et c'est une formule qui met toutes les chances du côté du distributeur qui vient de démarrer. Voilà. À condition qu'il ose passer en live. Mais ça, justement, la formation, elle est là pour ça aussi. Super, tu la vends bien. Non, mais c'est une réalité, parce que je sais de quoi tu parles, j'applique, j'enseigne ça aussi. Effectivement, c'est une vraie transformation, c'est une vraie chance avec les réseaux sociaux voilà. Avant, on parlait juste de liste de noms. La liste de noms, c'est quand même limité, il faut dire ce qui est. Les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui, quand on est consultant là-dessus, c'est liste de prospects illimitée. Je vais juste revenir sur ce que tu disais par rapport aux trois piliers, c'est se faire voir, se faire connaître, se faire apprécier et donner la confiance. Moi, je fais toujours le parallèle en fait entre ce qu'on doit faire sur les réseaux sociaux pour son activité de marketing d'attraction, pour son activité de marketing de réseau et la séduction. Je veux dire, si vous êtes un homme, que vous cherchez une femme à conquérir, vous n'allez pas vous balader avec un panneau. Je cherche une femme. Mais tu as raison. Voilà, vous allez aller dans des endroits où il y a des femmes pour vous faire connaître. Vous allez essayer d'avoir des numéros pour vous faire apprécier un petit peu. Vous intéresser à elle. Ouais, c'est ça. Vous intéresser à elle. Vous lui posez des questions. C'est ça, complètement. Et puis, petit à petit, vous allez créer de la confiance. On arrive au troisième pour éventuellement conclure. Et c'est le marketing. Et en général, on en arrive à la concrétisation et ce qu'on sait tous
au moins à la troisième rencontre, si j'ai vu les statistiques. Ce qui veut dire que même si quelqu'un adhère à ce que vous faites sur les réseaux sociaux, il va falloir peut-être qu'il soit exposé une fois, deux fois, trois fois pour qu'enfin il prenne sa décision et qu'il passe à l'acte. Voilà, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Petite dédicace à Jean-Phi, sinon vous êtes en mode est-ce que tu baises, hein? Forcément, ça va C'est pas ça. marcher, hein. C'est ça. Super Frédéric, ben, j'ai été ravi de partager ce moment avec toi. Je te Moi souhaite aussi. une très belle journée et puis au plaisir de continuer à échanger ensemble. Merci beaucoup, Thomas. C'était un honneur et un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Merci à toi.